Bonjour à tous et bienvenue dans le laboratoire mécanique. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet de la plus haute importance. Comment réussir à acheter une belle Rolex GMT Master référence 16710. Donc il faut savoir que ces montres ne sont plus commercialisées par Rolex. D'ailleurs je ne suis pas certain que Rolex commercialise encore toujours des montres. Bon, trêve de plaisanterie. Ces montres, du coup, il va falloir se tourner sur le marché de l'occasion pour réussir à en acheter une. Et quitte à se tourner sur le marché de l'occasion, autant regarder une référence, je trouve, qui n'est plus en production actuellement. Nous allons aujourd'hui dans cette vidéo parler de l'ancienne référence de Rolex GMT Master 2, donc la référence qui précède la référence actuelle en céramique. Donc il s'agit de la référence 16710. Et on ne le dira jamais assez, le plus important lors de l'achat d'une Rolex Vintage, c'est son état de conservation globale et la cohérence des pièces qui la composent. Je vous avais déjà fait donc par le passé un guide d'achat complet sur les Submariner référence 14060 sans la date et 16610 avec la date, donc je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu. Et ici on va réitérer un petit peu le même type de vidéo pour faire un guide d'achat donc sur la 16710. La première étape à respecter lors de l'achat d'une Rolex GMT Master 2 16710 sur le marché de l'occasion, ça va être la cohérence de toutes les pièces qui la composent. C'est-à-dire la cohérence entre la carrure, entre le cadran, les aiguilles, le bracelet de la montre ou encore l'insert de lunettes. On commence par la carrure. Donc la première chose à savoir, c'est le numéro de série de la montre, parce qu'à partir de ce numéro de série, vous allez pouvoir déterminer son année de production. Et à partir de cette année de production, vous allez pouvoir savoir si toutes les autres pièces montées sur la montre semblent être d'époque et d'origine ou si elles ont été modifiées. Donc pour réussir à dater une Rolex, on va lire son numéro de série et en fonction de la première lettre qui compose son numéro de série justement, eh bien on va pouvoir déterminer l'année de production de la manière suivante. Donc je vous mets une incrustation donc avec ce tableau, vous voyez il y a plusieurs lettres et en fonction de la lettre qui correspond au début du numéro de série de votre montre, vous allez pouvoir la dater pour savoir sa période de production. Donc par exemple, une 16710, on va dire, dont le numéro de série va commencer par C suivi d'un chiffre, donc sera une montre produite entre 92 et 93. Si le numéro de série commence par la lettre, disons P par exemple, ça sera une montre des années 2000-2001 plutôt. Donc on va trouver deux types de carrures différentes sur tout le long de la production de la 16710. Une carrure à cornes percées, donc du début de la production sérielle jusqu'à la série Y, puis fin de série Y va apparaître la carrure à cornes pleines. Donc ce passage de carrure à cornes pleines marquera également une différence au niveau de la référence qui sera gravée entre les cornes et qui passera de 16710 pour les carrures à cornes percées à 16710T pour les carrures à cornes pleines. On peut également noter un autre changement notable durant la production de la 16710. Fin de série Z et sur toute la série M, le calibre donc d'origine qui est le 3185 va passer au 3186 qui aura pour principale différence un spiral parachrome bleu. On passe maintenant au cadran et aux aiguilles. Donc il faut savoir que du début de la production de la 16710 jusqu'à la série U, on est censé retrouver des cadrans au tritium et des aiguilles également au tritium. Donc les cadrans sont mentionnés Swiss T25 à 6 heures. Courant de série U, on va voir apparaître les cadrans dits Swiss Only, donc avec l'inscription Swiss uniquement à 6 heures, qui seront Luminova. Et on va retrouver ces cadrans jusqu'à la série A et fin de série A, on va passer au cadran Swiss Made, donc toujours mentionné à 6 heures, qui seront des cadrans au Super Luminova. Donc il faut noter que le tritium, c'est une matière qui va avoir tendance à patiner, à évoluer dans le temps, alors que le Luminova et le Super Luminova, a priori pour le moment, ne prendront pas de teinte particulière. On peut également noter qu'il existe trois différences principales sur les cadrans des 16710. Donc tous les cadrans qui sont au tritium, donc marqués Swiss T25 comme je vous le disais juste avant, auront un cadran dit classique avec le GMT Master 2, le chiffre 2 écrit en chiffre romain. Pour les cadrans au Super Luminova, on va pouvoir avoir trois variantes principales différentes de cadrans. Donc on va retrouver les cadrans comme le tritium avec un 2 romain classique. On va également trouver plus tardivement, plutôt sur les dernières séries à partir de 2005, les cadrans dits rectangulaires pour lesquels donc, le chiffre 2 de GMT Master 2 sera très raccourci et formera quasiment un rectangle. Et on trouvera également des cadrans dits stick, donc le stick dial, avec toujours ce 2 de GMT Master 2 dont la typographie sera deux bâtons séparés. Pour connaître donc la matière luminescente du cadran et des aiguilles, qui sont tous les deux en or blanc, vous allez pouvoir déjà vous baser sur la teinte globale, compris les index ou bien les aiguilles.
Donc si ça reste relativement blanc, on pourra dire que c'est probablement du Luminova ou du Super Luminova. En revanche, s'il y a une petite patine qui a commencé à se faire ou une patine très prononcée, ça sera très probablement du Tritium. Le meilleur moyen pour vous en assurer, c'est d'exposer donc le cadran et les aiguilles à une source de lumière, type flash de téléphone portable, ce que vous voulez. Donc vous laissez ça activer un petit moment sur les index et sur les aiguilles. Vous mettez la montre dans le noir, vous regardez. Si ça brille très fortement, donc ça sera des aiguilles et un cadran au Luminova ou Super Luminova. Et si ça brille très peu ou alors pas du tout, normalement ça sera du Tritium. On passe ensuite aux inserts de lunettes. Donc la 16710, elle est disponible avec 3 inserts de lunettes, vous le savez. Le coque rouge et noir, le Pepsi bleu et rouge ou l'insert tout noir. Au-delà de ça, il y a 2 grandes familles d'inserts pour les 16710. D'un côté, on va avoir les inserts dits non sérifs et les inserts dits sérifs. Les inserts sérifs, si on n'a pas l'habitude d'en voir, on ne va pas voir ça au premier coup d'œil, mais c'est des inserts pour lesquels la typographie des chiffres comporte des petits empattements. Je vais vous mettre une incrustation, ce sera peut-être un peu plus parlant. Et une fois qu'on l'a vu, après, normalement, on ne peut plus se tromper. En général, les collectionneurs préfèrent plutôt les inserts sérifs qui ont un petit peu plus de charme à l'œil. Il y a plein d'autres variations qui existent au niveau des épaisseurs de typographie, etc. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, ça mériterait quasiment un sujet de vidéo dédié tant le sujet est vaste. Donc on va se concentrer juste sur ces 2 familles principales, les non-sérifs et les inserts sérifs. On va ensuite passer donc aux bracelets possibles sur la GMT Master 2 16710. Donc il faut savoir qu'il y a 3 bracelets Oyster possibles pour la montre. Le premier, c'est le 78-360 avec des pièces de bout 501B qui sera disponible donc du début de la production, 88-89, jusqu'à 1996. C'est un bracelet simple clasp. Ensuite, après 96, on va voir apparaître le bracelet 78-790, toujours avec des pièces de bout 501B. Donc ce bracelet par contre sera Oyster Lock, il y aura la sécurité en plus pour verrouiller le fermoir. Ce bracelet donc sera produit de 96 jusqu'à 2000 environ. Courant 2000 apparaît le bracelet Oyster référence 78-790A qui aura pour principale différence le fait d'intégrer des pièces de bout solides et non pas des pièces de bout creuses comme le bracelet des générations précédentes. Et on trouvera ce bracelet donc de 2000 jusqu'à la fin de production de la montre 2007. Il est à noter aussi qu'en parallèle des bracelets Oyster, il était possible d'acheter sa GMT Master sur bracelet Jubilé référence 62-510. Et sur le même principe que pour la carrure, comme je vous l'expliquais précédemment, il est possible de dater l'année de production du bracelet en fonction des inscriptions qui sont écrites sur les lames du fermoir. Donc je vais vous mettre un tableau pour vous expliquer tout ça. Donc la gravure se compose de 2 lettres sur le bracelet suivies d'un chiffre. Les 2 lettres vont déterminer l'année et le chiffre va déterminer le mois. Donc par exemple, un bracelet qui aura un code sur sa boucle, disons R3, sera un bracelet qui aura été produit en mars 1993. Si le bracelet comporte un clasp code, on va dire DT1 par exemple, donc ça sera un bracelet qui aura été produit en janvier 2002. Donc je vais vous mettre maintenant une frise chronologique récapitulative pour la Rolex GMT Master 2 16710. Donc ça va reprendre un petit peu tous les éléments qu'on s'est dit précédemment. Donc la GMT 16710 apparaît courante sérielle en 1988. En 1996, série T, on observe un changement du bracelet qui passe donc, comme je vous disais, du 78-360 au 78-790. Courant de série U apparaissent donc les cadrans Swiss au Luminova. Puis, en 99, série A, apparaissent les cadrans Swiss Made, plutôt en fin de production. En 2000, série P, on observe un changement de bracelet. Donc le bracelet devient le 78-790A avec les pièces de bout dites Cell, les pièces de bout solides. En série Y, 2003, on passe donc à la carrure à cornes pleines, plutôt fin de série Y également. On observe ensuite un changement du calibre, donc fin de série Z, qui passe donc du 3185 au calibre 3186 et on retrouvera ce calibre jusqu'à la fin de production en série M, qui marque donc l'année de disparition en 2007 de la 16710. On passe maintenant à l'état global de conservation de la montre. Une fois qu'on sait si toutes les pièces sont d'origine, on va regarder son état global. Donc le plus important déjà, c'est d'avoir une carrure bien épaisse, pas ou très peu polie si possible, et qui va conserver donc un beau brossé d'origine Rolex sur ses cornes avec un chanfrein apparent.
Les protège-couronnes doivent eux aussi être très bien conservés. Il ne faut pas qu'il y en ait un des deux qui soit exagérément poli, donc il faut qu'il y ait une cohérence globale sur l'épaisseur des protège-couronnes. On peut également vérifier que le cadran et les aiguilles n'ont pas de défauts majeurs, que ça soit abîmé, taché ou autre. Et on va également regarder si le bracelet de la montre n'a pas trop de jeu, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop courbé du fait de son usure. Le meilleur moyen de s'en assurer, c'est de prendre la montre par le boîtier avec le bracelet horizontal et de voir sa courbure globale. S'il est peu courbé, il aura été peu usé. S'il est complètement incurvé, c'est que le bracelet est plus ou moins mort. Les gravures entre les cornes également doivent être parfaitement lisibles, que ce soit pour le numéro de série ou pour la référence de la montre. On va maintenant parler du prix global du marché pour une belle Rolex GMT Master 2 16710 d'occasion. Donc il faut vraiment savoir que ce qui fait le prix de ce genre de montre, ça va être donc, comme on l'a vu dans un premier temps, la cohérence de toutes les pièces qui la composent, également l'état général de conservation de la montre. Au-delà de ça, il y a aussi une chose qui compte dans le prix d'une montre, ça va être le contenu qui vient l'accompagner, donc à savoir le set de la montre. Donc il faut savoir que la seule chose qui a vraiment de la valeur dans le set sur ces pièces-là, c'est le papier d'origine. Tout le reste, la boîte, les petits goodies, les bouclettes, tout ce que vous voulez, c'est un petit plus, mais ça ne remplacera jamais le papier d'origine de la montre. Donc on n'oublie pas que le prix d'une montre fluctue au jour le jour, donc les infos que je vous donne, elles sont valables à l'instant T où je tourne la vidéo, mais elles peuvent fluctuer dans le temps, monter ou baisser, à voir. Donc actuellement, une 16710 donc en bel état, avec le papier d'origine de la montre, toute pièce d'origine, je dirais que ça cote aujourd'hui aux alentours de 14-15 000 € pour une belle pièce. Donc ça va exclure deux séries principalement qui sont plus cotées, donc à savoir les séries qui ont le calibre 3186, qui coûtent quand même plus cher et qui sont assez prisées par les collectionneurs, et les séries donc au tritium qui auraient une patine exceptionnelle pour lesquelles il y aurait un premium également à payer. Pour conclure la vidéo, si je devais personnellement choisir une Rolex GMT Master 2 16710, je partirais personnellement sur une version avec cadran aiguille au tritium, si possible avec une patine exceptionnelle, parce que vous savez que j'aime les montres vintage. Pour le bracelet, donc j'aimerais qu'elle soit équipée du 78-360 avec son simple clasp, qui donne aussi un côté pas mal vintage à la montre, je trouve. Mais j'avoue que je serais quand même assez hésitant d'avoir un bracelet jubilé 62-510, qui donne quand même beaucoup de charme à la GMT Master 2, je trouve. Le top, évidemment, serait d'avoir les deux bracelets si possible. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce guide. J'espère qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.